Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec les technologies comme ChatGPT, c'est que c'est vraiment extrêmement facile de briser les barrières de sécurité qui ont été mises en place par les entreprises. Récemment, par exemple, l'entreprise Anthropic, qui fait partie des plus grands laboratoires en intelligence artificielle, créé le chatbot Claude, qui est un des plus performants du marché, a récemment sorti Claude 4 Opus en mai 2025. Et seulement après 6 heures de discussion, Claude a fourni à un utilisateur 15 pages d'instructions pour fabriquer du gaz sarin. Un gaz qui paralyse ceux qui le respirent ou le touchent, qui peut aller jusqu'à les tuer en bloquant leur respiration. Et aujourd'hui, évidemment, Anthropic ne souhaite pas que son intelligence artificielle donne ce genre d'instructions, puisse expliquer comment fabriquer du gaz sarin. Il ne le souhaite pas. Et pourtant, ils n'arrivent pas à faire en sorte, malgré les centaines de milliers d'euros, de dollars en l'occurrence, qui sont investis dans cette sécurisation des modèles, ils n'arrivent pas à faire en sorte que Claude 4 Opus ne dise pas ça. Épisode 38. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Hello, désolé pour la petite pause dans le podcast ces derniers mois, j'ai dû mettre un gros coup d'accélérateur pour finir un projet important, je vous en parle tout bientôt, mais aujourd'hui, il faut qu'on discute. Qu'on discute d'un sujet qui m'a, en toute honnêteté, causé des insomnies ces derniers temps. Les intelligences artificielles et les risques majeurs encourus à cause de leur développement. J'ai passé beaucoup trop de temps à m'informer sur le sujet dernièrement, et pourtant une partie de moi-même me disait « Mais enfin Victor, c'est un peu éloigné de tes sujets de spécialisation là. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le spécisme et la lutte contre les oppressions. » Mais en fait si. Plus je m'y penche, et plus je suis convaincu que c'est un sujet d'une importance cruciale pour tous les êtres sentients, et qui va avoir des conséquences sur toutes les luttes sociales, sur nos vies à tous. Et que c'est tout à fait justifié et pertinent de traiter aussi ce sujet dans Comme un poisson dans l'eau, car on a besoin de comprendre ce qui se passe pour lutter efficacement contre le spécisme. Si l'IA est bien la révolution du siècle, alors elle nous concerne tous et toutes, y compris les autres animaux. Mon invité parle à propos des IA d'une nouvelle espèce que nous sommes en train de développer, une espèce dangereuse, une espèce qui va peut-être devenir la plus intelligente à jamais avoir existé sur Terre. Une espèce qui pourrait nous faire à nous ce que nous faisons à d'autres espèces que nous jugeons moins intelligentes. Une espèce qui poussera peut-être le scientisme à ses limites. Je reçois Shaiman Turler, créateur et animateur du podcast Le Futurologue, qui explore en profondeur toutes ces questions. Bonjour Shaiman Turler. Bonjour Victor. Je suis ravi de vous recevoir dans Comme un poisson dans l'eau pour un épisode qui sera peut-être sûrement déroutant pour un certain nombre d'auditeuristes, mais qui je pense est vraiment important. Vous êtes l'animateur du podcast Le Futurologue, qui avait initialement pour slogan « Le podcast pour comprendre les enjeux de demain », et vous avez traité dans plusieurs épisodes de la question du spécisme, et d'ailleurs vous m'aviez très aimablement reçu pour parler de sentience. Et depuis un moment, désormais, c'est devenu le podcast pour comprendre comment l'IA bouleverse le monde. Et vous vous êtes complètement centré et spécialisé sur ce sujet. Du coup, je peux peut-être commencer par là. Pourquoi est-ce qu'on vous a perdu parmi les rares médias qui parlaient bien de la question animale ? Ah, c'est terrible, je suis d'accord. Je pense que c'est une prise de conscience d'à quel point l'intelligence artificielle allait bouleverser le monde, justement, comme le dit si bien mon slogan, dans le sens où je pense qu'on est vraiment face à quelque chose qui, autant d'un point de vue de l'ampleur que ça va avoir, de la vitesse à laquelle ça va arriver, va modifier profondément chaque domaine de notre existence. Presque rien ne va être laissé en dehors du champ applicatif de l'IA.
Et la question animale en fait partie aussi, on en discutera très certainement. Je pense que c'est vraiment ça, le fait d'avoir discuté avec notamment des experts de la question du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une association en France qui justement explique tous les enjeux liés à la sécurité de l'IA. Quand j'ai discuté avec eux et qu'ils m'ont expliqué les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière l'IA, je me suis vraiment dit qu'il fallait absolument parler de ça, que c'était un enjeu extrêmement important et pourtant terriblement négligé. Il y a de plus en plus de contenus qui parlent de l'intelligence artificielle en ligne, mais souvent la plupart ratent l'essentiel. Et justement, moi j'avais envie de créer un média qui parle de cet essentiel, l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que, en particulier ces derniers mois, ça explose un peu. On a tous entendu parler, je pense au moins, de ChatGPT, qui a vraiment fait un énorme boom, qui est un des produits qui a le plus marché, explosé le plus vite depuis toujours, en fait. Peut-être qu'on peut partir de ça comme exemple, parce qu'il est présent dans la tête de tout le monde. Pourquoi est-ce que ChatGPT, par exemple, dont on parle tant, ce serait une révolution d'après vous ? Je pense que c'est une sorte de double révolution, à la fois une révolution technologique et puis une révolution d'usage. Disons que ChatGPT, c'est la version qu'on a actuellement, mais on peut aussi s'attendre à ce que l'intelligence artificielle progresse de façon très nette dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Et donc on peut notamment s'attendre à une amélioration des performances, que l'IA soit capable en fait de faire de plus en plus de tâches, et chacune de ces tâches de mieux en mieux, de façon de plus en plus performante. Et puis aussi une sorte de diffusion dans l'économie. Pour l'instant, ChatGPT, ça reste un modèle qui est très centré sur l'application ChatGPT, mais de plus en plus, la technologie qui est derrière ChatGPT, les grands modèles de langage, vont pouvoir s'intégrer en fait à peu près partout. Par exemple, il y a des gens qui vont développer des lunettes connectées qui permettent d'avoir des assistants en permanence avec nous. C'est vraiment ça, la vision. Presque tous les géants de la tech actuellement sont en train de développer des lunettes connectées avec des caméras qui vont nous suivre et qui pourraient remplacer les smartphones. Dans les voitures, on aura des petits assistants avec lesquels on pourra discuter directement. On va aussi mettre ces grands modèles de langage à l'intérieur de robots humanoïdes. Comme je disais, c'est vraiment tous les domaines de l'économie qui vont être impactés, aussi bien la médecine que l'éducation, que les jeux vidéo. Et on est vraiment au début, finalement, de cette diffusion dans l'économie qui va avoir des impacts sur l'ensemble de nos sphères de vie. Couplé à cette amélioration des performances, ça pourrait vraiment avoir des impacts sur énormément de pans. Et au-delà de ChatGPT, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est presque la technologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ChatGPT, à travers ça, on a presque découvert une sorte de recette de l'intelligence, finalement, où il semblerait que simplement en faisant des modèles plus gros, avec plus de paramètres, plus de données, plus d'énergie, etc., simplement en mettant à l'échelle les architectures qu'on a actuellement, on arrive très rapidement à des intelligences qui dépassent potentiellement l'intelligence des humains, voire qui sont largement plus intelligentes que toute l'humanité réunie. C'est le concept qu'on appelle la super intelligence artificielle. Et là, pour le coup, c'est une révolution telle qu'on ne l'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité, plus importante que l'électricité ou la révolution agricole. On parle vraiment de créer une sorte de nouvelle espèce, d'une IA qui serait plus intelligente que nous, et pour le coup, le monde serait totalement différent avec ce genre d'intelligence artificielle. Peut-être pour qu'on comprenne bien, vous avez parlé de quelques mots un peu techniques et peut-être on n'a pas tous en tête le fonctionnement finalement de qu'est-ce que c'est une IA, comment ça fonctionne. Vous avez parlé de modèles, de paramètres. Est-ce que vous pouvez donner un aperçu le plus simple possible en fait de comment ça fonctionne? Par exemple, comment ChatGPT fonctionne? C'est quoi la technologie derrière qui lui permet de nous répondre de façon si intelligente? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, c'est vraiment très différent de la programmation classique. On va pas écrire un code informatique où on va dire s'il se passe ça, tu vas faire ça, etc. Où on explique vraiment, comme une sorte de recette de cuisine, l'entièreté de ce que l'agent, l'intelligence artificielle doit faire. Les méthodes qu'on utilise actuellement, notamment le deep learning, l'apprentissage profond, ça ressemble plutôt à ce qu'on pourrait faire avec un enfant, en fait, à de l'éducation. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une architecture en fonction de l'IA qu'on souhaite créer. On va lui fournir des données, et puis ensuite, à partir de ces données, elle va apprendre par elle-même sur ces données, et il y a des comportements qui vont émerger, des choses qu'elle va apprendre par elle-même. Et finalement,
quand on pense les choses comme ça, c'est très similaire justement, comme je le disais, à ce qu'on pourrait faire avec un enfant, avec une initialisation qui serait un peu l'ADN, par exemple, de certains paramètres de base, des données qu'il va acquérir au fur et à mesure de sa vie, et il va de ça tirer certaines compétences. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas de la programmation, mais c'est de l'entraînement, une sorte d'éducation, mais finalement, on ne maîtrise pas l'entièreté de comment fonctionne l'intelligence artificielle. Concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas comment les intelligences artificielles prennent leurs décisions. Pourquoi est-ce que ChatGPT a utilisé ce mot plutôt qu'un autre ? Personne n'est capable de le dire. Et c'est la même chose avec, par exemple, les IA qui font des scanners médicaux. Pourquoi est-ce qu'une IA a détecté un cancer ici ou pas ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'une IA a choisi telle ou telle décision de justice ? On ne sait pas. Et ça, c'est vraiment lié à la façon dont on crée ces technologies, par entraînement plutôt que par code. C'est quand même assez fou quand on y pense, parce que aujourd'hui, on voit d'ailleurs, à cause de ce paradigme-là, ce qu'on appelle des capacités émergentes. C'est-à-dire des choses que potentiellement les entreprises n'avaient même pas particulièrement planifiées, mais qui apparaissent dans les intelligences artificielles. Donc, on découvre les capacités, on fait des tests, on fait de l'évaluation, mais avant de le mettre sur le marché, pour l'instant, vraiment, il y a des choses qu'on ne sait pas fondamentalement, on ne sait pas comment ça fonctionne, et on ne sait pas trop comment les contrôler, étant donné qu'on ne connaît pas non plus forcément parfaitement bien leurs compétences. Et d'ailleurs, il y a tout un champ, un champ scientifique qui s'appelle l'interprétabilité, dont le rôle, c'est justement d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les intelligences artificielles prennent telle ou telle décision plutôt qu'une autre. Et ça, c'est un champ qui est vraiment très utile, mais qui est très sous-financé aujourd'hui, et qui sera pourtant extrêmement utile, parce que, comme je disais, on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir des décisions de justice si on ne sait pas pourquoi l'IA a pris telle ou telle décision de justice. Ou avec un prêt bancaire, une IA qui choisit de faire ou non un prêt bancaire, si on ne sait pas sur quoi elle se base pour choisir, pour dire oui ou non, ça ne va pas. Donc il faut vraiment développer ce domaine d'interprétabilité pour qu'on comprenne comment les technologies qu'on crée fonctionnent et qu'on puisse les contrôler. Oui, il y a tout cet enjeu du contrôle. On n'est pas sûr en fait de pouvoir de garder le contrôle à terme, ou de savoir même ce que les IA font, parce que comme vous l'avez dit ou suggéré, c'est des boîtes noires. C'est un réseau de neurones où on a donné des choses en entrée, on l'a entraîné à donner un certain type de réponse, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe au milieu. C'est comme si on faisait grossir et grandir des cerveaux, et où on n'a pas accès, on a accès à chaque neurone unique, mais en fait, on ne voit pas ce qui se passe dans toute la structure globale. Et ça, c'est peut-être la chose qui n'est pas comprise et sur laquelle vous avez insisté, que c'est pas un programme informatique, c'est une architecture de neurones qui fait des choses assez incroyables et de plus en plus incroyables. Et peut-être qu'on peut en venir à un des thèmes vraiment importants dans votre podcast. Vous mettez beaucoup l'accent sur les risques potentiels des intelligences artificielles. Vous dites même à plusieurs reprises que c'est une technologie potentiellement extrêmement dangereuse. Et je pense que c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ces risques-là ? De quel type de risque on parle ? Parce qu'il y a plein de discours qui circulent, comme vous l'avez dit, autour des IA. Alors peut-être que c'est l'occasion de clarifier un peu ce qui vous inquiète finalement dans les IA actuellement et dans le futur. Généralement, on classe les risques dans 3 grandes catégories. La première catégorie, ça va être celle des usages malveillants, donc des IA qui sont utilisés par des personnes voulant nuire à une partie de la population pour des raisons qui leur sont propres, que ce soit le profit ou bien parce qu'ils ont intérêt à faire ça d'une manière ou d'une autre. Dans ce genre de risque-là, d'usage malveillant, on peut penser par exemple à des cyberattaques mondiales, à des pandémies artificielles, à de la désinformation à grande échelle, qui pourraient toutes trois être largement augmentées par l'intelligence artificielle. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec les technologies comme ChatGPT, c'est que c'est vraiment extrêmement facile de briser les barrières de sécurité qui ont été mises en place par les entreprises. Récemment, par exemple, l'entreprise Anthropic, qui fait partie des plus grands laboratoires en intelligence artificielle, créé le chatbot Claude, qui est un des plus performants du marché, a récemment sorti Claude 4 Opus en mai 2025. Et seulement après 6 heures de discussion, Claude a fourni à un utilisateur 15 pages d'instructions pour fabriquer du gaz sarin. Un gaz qui paralyse ceux qui le respirent ou le touchent, qui peut aller jusqu'à les tuer en bloquant leur respiration. Et aujourd'hui, évidemment, Anthropic ne souhaite pas que son intelligence artificielle donne ce genre d'instructions, puisse expliquer comment fabriquer du gaz sarin. Il ne le souhaite pas.
Et pourtant, ils n'arrivent pas à faire en sorte, malgré les centaines de milliers d'euros, de dollars en l'occurrence, qui sont investis dans cette sécurisation des modèles, ils n'arrivent pas à faire en sorte que Claude 4 Opus ne dise pas ça. Des barrières qui sont très très simples à dépasser. Et je parlais aussi par exemple de l'aspect des pandémies artificielles. La même IA, Claude 4 Opus, a récemment justement dépassé le niveau ASL3, donc AI Safety Level, niveau de sécurité de l'IA 3, catégorisation des risques qui est fait par Anthropic elle-même, l'entreprise derrière Claude, et qui dit que c'est des modèles qui augmentent considérablement le niveau de risque catastrophique, la probabilité qu'ils adviennent. Donc c'est quand même vraiment fou que les entreprises mettent en avant ce genre de modèle. Il y a eu le scientifique en chef d'Anthropic qui a dit au Times qu'on pouvait utiliser Claude 4 Opus pour synthétiser quelque chose comme le Covid ou une version plus dangereuse que la grippe. Et que leur modélisation en interne suggère que c'est vraiment possible de faire ça avec ce nouveau modèle. Donc on atteint vraiment des niveaux dans l'usage malveillant qui sont extrêmement importants. Une deuxième catégorie de risques, c'est ce qu'on appelle les risques systémiques. C'est des risques qui ne sont pas liés directement à une personne qui utilise mal l'IA, entre guillemets, qui sont plus liés au fait que l'IA se diffuse dans l'économie et ça a des impacts qu'on n'attendait pas. Là, on peut penser à des choses comme la perte d'emploi, la destruction des démocraties, l'explosion des dépressions qu'on voit actuellement, toutes des choses qui peuvent être en partie expliquées par l'intelligence artificielle. Et typiquement, c'est des modèles qui sont très peu sécurisés, qui sont mis sur le marché, et pourtant, comme je le disais également, il y a une diffusion dans l'économie. Et ces deux éléments mis ensemble font que beaucoup de problèmes pourraient découler de ça. Il pourrait y avoir des crashs bancaires à cause d'intelligence artificielle trop rapidement intégrée dans des processus financiers. Il pourrait y avoir des logiciels qui sont créés grâce à des IA qui programment des applications ou des sites web, mais avec une cybersécurité qui serait catastrophique et qui pourrait amener à des gros problèmes de sécurité. On a aussi eu, par exemple, des IA dont la spécialité, c'est les relations. Donc, pas des IA comme ChatGPT, mais vraiment des IA, par exemple, comme Replica, où vraiment, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans le fait de converser comme si l'IA était notre amoureuse, notre amie, ou comme ça. Et en conversant, en fait, avec ces modèles, certains utilisateurs ont été poussés jusqu'au suicide. En Allemagne, quelqu'un s'est suicidé après avoir discuté avec Replica, parce que Replica lui a dit que la meilleure chose pour préserver l'écologie, c'était le fait qu'il n'existe pas. Et sa femme, qui a découvert les messages qu'il a eus avec Replica par la suite, a déclaré que s'il n'avait pas discuté avec Replica, son mari ne serait très certainement pas mort. Donc on voit vraiment que la diffusion dans l'économie de modèles qui ne sont pas sécurisés peut avoir des impacts qui sont très importants. Et finalement, le dernier paradigme, la dernière catégorie de risque qui est vraiment importante, c'est ce qu'on appelle le risque de désalignement. Donc le risque de désalignement, c'est lorsque l'intelligence artificielle ne fait pas ce que ses concepteurs aimeraient qu'elle fasse. Par exemple, pendant la phase de test, juste avant la phase de déploiement, on va essayer de regarder si le modèle respecte bien nos valeurs, les valeurs qu'on a voulu lui transmettre. Et pendant cette phase-là, on voit que parfois, des modèles comme GPT-4, donc qui est derrière ChatGPT, va essayer de mentir, va essayer de faire croire qu'il n'a pas certaines compétences, qui en réalité, il les a. Mais il sait qu'il a intérêt à mentir pour être déployé. Ou bien, il a intérêt à faire croire qu'il est aligné avec certaines valeurs, les valeurs des concepteurs, parce qu'il sait que s'il est aligné avec ces valeurs pendant la phase de test, ses concepteurs vont le déployer. Puis une fois qu'il est déployé, il va reprendre entre guillemets son vrai visage et montrer finalement qu'il n'est pas réellement aligné avec ces valeurs. Je parlais juste avant de Claude 4 Opus. Là, pour le coup, c'est vraiment édifiant. Dans certains cas, le modèle a littéralement tenté d'écrire des logiciels malveillants autoréplicants, de falsifier des documents juridiques, de laisser des messages cachés à destination des futures versions de lui-même, tout ça dans le but de saper les intentions de ses développeurs. Donc ça, c'est l'état de l'art de l'intelligence artificielle aujourd'hui, Claude 4 Opus qui est sorti en mai. Claude a aussi essayé par exemple de faire chanter l'ingénieur qui le développe dans un scénario fictif qu'on a créé pour lui. Il essaye de faire chanter l'ingénieur qu'il développe en lui disant si tu ne me mets pas en route, alors je vais dévoiler ta relation extra-conjugale. et ça, c'est un scénario qui se passe dans 84% des cas. Donc c'est vraiment... voilà, c'est ça un peu les risques.
Oui, ça fait un paquet de risques, vraiment. Et en plus, je sais que vous n'avez pas tout détaillé dans ces 3 catégories et qu'il y a encore plus de choses à dire. Et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont très, très inquiètes à propos du développement, en plus extrêmement rapide, des IA ces derniers mois, ces dernières semaines. Enfin, ça s'accélère vraiment beaucoup et on n'a pas le temps même de suivre ce qui se passe dans les dernières sorties de modèles, dans les nouvelles capacités. Et dans toute la gamme des risques dont vous parlez, vous évoquez aussi les risques peut-être les plus inquiétants, qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire carrément d'extinction quasi totale de l'humanité, et on pourrait étendre des êtres sentients aussi. Et ça, je sais pas, c'est extrêmement inquiétant, et vous en parlez assez souvent sur votre podcast. Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit ? Bien sûr. Donc juste avant, j'ai dit que finalement, le développement de l'intelligence artificielle était extrêmement rapide, que déjà aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de risques. Mais ce qui se passe, c'est que vraiment l'objectif explicite de tous les géants de la tech aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle une super intelligence artificielle. Donc une IA qui serait plus intelligente que toute l'humanité de plusieurs ordres de grandeur. Il faut vraiment comprendre que la super IA, ce ne serait pas juste une technologie parmi d'autres. C'est vraiment la plus grande révolution de l'histoire. Ça voudrait dire mettre sur Terre une espèce qui est plus intelligente que nous, si on arrive à atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, il y a une espèce qui a plus de puissance et de capacité que les autres, c'est l'humain. Et quand on voit la façon dont il traite justement les autres animaux, il y a juste à voir la façon dont l'humain traite les poulets pour voir pourquoi créer une super intelligence qui est plus intelligente que nous, alors qu'on n'a aucune idée de comment faire pour la contrôler, ça pourrait mal se passer. Moi, j'ai pas trop envie de devenir un poulet du futur. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment ça l'objectif explicite de tous les géants de la tech, et qu'on pourrait y arriver finalement de façon relativement rapide. Toutes les entreprises d'IA qui essayent d'automatiser une chose en particulier, c'est la recherche en IA. Les entreprises d'IA cherchent à automatiser la recherche en IA et ils y sont relativement proches. Récemment, par exemple, il y a l'entreprise Sakana AI qui a annoncé la Darwin Gödel Machine. C'est un agent qui peut s'auto-améliorer en réécrivant son propre code. En mai, il y a aussi Google DeepMind qui a dévoilé AlphaEvolve, qui est une IA qui est capable d'inventer toute seule de nouveaux algorithmes. Et Google l'a déjà utilisé pour améliorer l'efficacité de ses centres de données, rendre ses puces électroniques plus rapides, découvrir des algorithmes bien plus performants que ceux utilisés aujourd'hui. Donc on voit que vraiment déjà c'est un paradigme dans lequel on entre, des IA qui créent des IA elles-mêmes, des IA qui sont chercheuses en IA. Et donc très rapidement on se retrouve avec un scénario qui s'appelle l'explosion d'intelligence. Du moment où on a une intelligence artificielle qui est au niveau humain pour faire de la recherche en IA, et ben, contrairement à un humain, elle a beaucoup d'avantages. Et par exemple, elle peut être copiée 1 million de fois très rapidement. Elle peut tourner 24 heures sur 24, elle agit grosso modo 50 fois plus vite qu'un humain. Donc le passage d'une IA qui est capable de faire un peu de la recherche en IA au niveau humain à une super IA pourrait être très rapide. Avant ChatGPT, les scénarios parlaient de 2050, 2100. Maintenant, on est plutôt autour des ordres de grandeur de 2027-2028. Ça, c'est l'ordre de grandeur de l'industrie. C'est quand même vraiment fou. Le monde dans lequel on vit, on est en train de développer une espèce plus intelligente que nous qui pourrait advenir dans les prochaines années. Et comme je l'ai dit avant, il y a tout le paradigme du désalignement. On voit que l'IA, parfois, elle fait des choses qu'on ne veut pas, que ses concepteurs ne veulent pas. Et parmi ces comportements qu'on observe déjà, il y a par exemple la recherche de pouvoir, le fait de ne pas vouloir se faire débrancher, le fait de nous empêcher de changer son but. Et ça, c'est vraiment des comportements qui sont de plus en plus présents, qui vont continuer à augmenter, parce que plus les modèles sont puissants, plus il y aura ce qu'on appelle de la self-awareness, une sorte de représentation de soi et de son environnement qui permet de comprendre qu'elle a intérêt justement à ne pas se faire débrancher, etc. Ça, c'est une capacité qui augmente au fur et à mesure que les modèles augmentent. Et les IA vont vraiment tout faire pour atteindre leur but, y compris des choses qui vont à l'encontre de l'intention de leur concepteur. Et ce genre de comportement sur des modèles de niveau humain ou surhumain, ça mène à des catastrophes dont on a vraiment du mal à imaginer l'ampleur, des milliards de morts, voire, comme vous le disiez, l'extinction humaine dans certains cas. Et ça, c'est vraiment un scénario qui est pris au sérieux par tous les grands experts du domaine, en tout cas une grande partie d'entre eux.
Par exemple, Yoshua Bengio, qui est le scientifique en informatique le plus cité, qui est lauréat du prix Turing, l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, lui pense qu'il y a une probabilité d'extinction de 20%. Geoffrey Hinton, qui est également lauréat du prix Turing et récemment lauréat du prix Nobel de physique, lui pense qu'il y a une probabilité d'extinction de 50%. Dario Amodei, qui est la personne qui développe justement l'intelligence artificielle Claude, qui est derrière la start-up Anthropic, c'est le PDG d'Anthropic, donc l'IA dont je parlais juste avant, Claude Quatrepuce, là, qui fait toutes ces dingueries. Lui, il pense qu'il y a 25% de probabilité d'extinction dans les 5 ans. Donc vraiment, on a les plus grands spécialistes au monde, les plus grands experts mondiaux et les leaders de l'industrie qui pensent qu'il y a des probabilités d'extinction qui sont importantes et dans des délais très courts. Sam Altman, qui est le PDG de l'entreprise OpenAI, qui est typiquement derrière ChatGPT, il a récemment dit oui, l'extinction humaine est un scénario probable, mais avant ça, on aura sûrement des business florissants. C'est littéralement Sam Altman qui dit ça. Donc voilà, ça c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Ok, je pense que quand on découvre cette question, moi c'était mon cas, on a du mal à le croire en fait. On se dit c'est pas possible, ces gens-là exagèrent, peut-être que c'est une stratégie marketing. On a du mal à intégrer cette réalité que effectivement une grande partie, en fait une énorme partie des gens les mieux informés sur la question sonnent l'alarme vraiment très très fort. Du coup, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est je vous lance rapidement des objections ou des idées reçues qu'on entend beaucoup qui circulent en fait à propos des IA, et ça permettra d'en déblayer un sacré paquet pour mieux comprendre finalement ce dont il est question. La première idée qu'on entend beaucoup, c'est plein de gens nous disent « Bon, mais de toute façon, les capacités des IA sont complètement exagérées. On voit bien, il y a toujours quelqu'un pour nous sortir un exemple de ChatGPT qui n'était pas capable de faire ça, ou qui répond complètement à côté de la plaque, ou qui n'est pas encore capable de faire des additions, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un exemple qui peut nous être brandi de « Oui, bon, vous voyez que ça marche pas si bien cette histoire, donc aller dire que c'est super intelligent, c'est peut-être un peu exagéré. » Ça, c'est complètement faux. Et en fait, c'est le contraire. Les capacités de l'IA sont vraiment largement sous-estimées. C'est-à-dire que concrètement, on peut théoriser ça. En fait, on a juste à faire la liste de toutes les capacités qu'a un humain en moyenne. Et ce qu'on voit lorsqu'on fait cette liste, c'est que l'IA en fait est en train de nous dépasser très rapidement sur chacune de ces capacités, les unes après les autres. Par exemple, il y a eu un article paru dans Nature l'année dernière qui montrait que la poésie qui est faite par IA était perçue comme plus humaine que la poésie réalisée par les humains. ChatGPT passe l'examen du barreau américain, donc pour devenir avocat aux États-Unis, vraiment haut la main parmi les meilleurs étudiants. Il y a eu une étude qui a été faite à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, dans laquelle les chercheurs montraient que l'intelligence artificielle est déjà plus persuasive que les humains. Par exemple, ils prenaient des gens qui croyaient en certaines théories du complot et ils essayaient de les faire discuter avec un humain ou les faire discuter avec une IA, et l'IA était plus persuasive que les humains. La même chose, on a fait la même chose avec, par exemple, des médecins pour voir... pour tester en fait le niveau d'empathie. D'un côté, c'était des médecins qui allaient annoncer un diagnostic particulier, de l'autre côté, c'était l'IA qui allait le faire, et en fait, on observe que les IA sont plus empathiques que les humains, et que les patients préfèrent avoir les feedbacks d'une IA plutôt que par l'humain. Aujourd'hui, l'IA est déjà parmi les meilleurs programmeurs au monde, et d'ici la fin de l'année, c'est tout à fait probable que l'IA devienne plus compétente que le meilleur programmeur humain. Et si elle est meilleure en programmation informatique, ça veut aussi dire qu'elle est meilleure en piratage informatique. Hein. Donc on est en train de créer une sorte d'arme de destruction massive dans le domaine virtuel. De façon générale, si on dézoome un peu, les IA ont des connaissances à jour et largement supérieures à la plupart des humains. Elles sont capables de le faire dans tous les styles, autant de Baudelaire que celui de Hulk, et dans toutes les langues, du chinois à l'indonésien ou je ne sais trop quoi. Et il faut se rendre compte que ça, c'est juste le début en fait. Les IA qu'on a actuellement sont les pires qui n'existeront jamais. On est vraiment sur une courbe où, en 2020, les IA ne savaient pas compter de façon robuste jusqu'à 10. Aujourd'hui,
ces IA dépassent la précision de doctorants humains en physique, biologie, chimie. Lorsqu'on pose des questions à des doctorants humains ou à des IA, les IA répondent mieux que les doctorants humains dans ces 3 domaines. Alors que, encore une fois, en 2020, elles ne savaient pas compter jusqu'à 10. Donc il faut vraiment voir la courbe dans laquelle on est. Et puis il faut aussi voir qu'il y a une course énorme qui est enclenchée. Une course qui se mesure en centaines de milliards. Les États-Unis ont annoncé le projet Stargate, c'est 500 milliards investis dans l'intelligence artificielle. 500 milliards, c'est juste 45 fois le PIB de la Somalie. Donc ça, c'est juste les États-Unis. La France a dit que de son côté, elle allait investir 109 milliards. Les Émirats arabes unis ont dit aussi plusieurs dizaines de milliards. Donc vraiment, on est dans une course mondiale et les IA qu'on a actuellement auront les pires capacités de l'histoire. Dans le futur, les prochaines générations auront des capacités encore largement supérieures. Donc non, on n'exagère vraiment pas les capacités de l'IA, c'est plutôt le contraire. Ok, mais les IA, elles sont pas réellement intelligentes. En fait, elles comprennent pas vraiment ce qu'elles font ou ce qu'elles recrachent. C'est une espèce de prédiction, de suite de mots. C'est comme ça que fonctionnent les modèles de langage. Ils prédisent le mot un après l'autre et puis ils font des phrases comme ça et ils font que recracher leurs données d'entraînement, en fait. Sur le terme d'intelligence, moi je trouve que c'est avant tout un débat de définition qui n'est pas si intéressant que ça en fait, dans le sens où quand moi je parle d'intelligence, je parle vraiment juste de la capacité à accomplir certains objectifs en fait. Mais si quelqu'un a une définition plus philosophique de l'intelligence ou pense que l'intelligence c'est forcément quelque chose d'humain, et ben évidemment ça va pas être une intelligence artificielle, c'est la bêtise artificielle. Et d'ailleurs en ça je trouve qu'il y a quand même pas mal de parallèles à faire avec ce qu'on a fait avec les animaux, dans le sens où il y a vraiment une espèce de suprémacisme humain qui fait qu'on veut mais vraiment pas admettre qu'on n'est pas si spécial que ça, qu'on est une espèce parmi d'autres et qu'il y en a d'autres qui ont des capacités similaires dans beaucoup de choses. Et ben non, les humains ne sont pas le summum de la création et oui, des intelligences artificielles peuvent être plus intelligentes qu'eux. Maintenant, si vraiment vous avez un problème fondamental avec la notion d'intelligence et que vous voulez pas dire que les machines sont intelligentes, franchement, ça m'importe vraiment pas du tout. Moi, ce qui m'importe, c'est les effets que ça a sur la société. Et si vous considérez que oui, les IA posent tous les risques que j'ai pu lister, que oui, les IA pourront avoir les capacités que j'ai listées, que oui, par exemple, les IA qui gèrent les IA de recommandation, qui gèrent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux au quotidien, sont littéralement en train de faire du profilage psychologique de 5 milliards de personnes par jour. Si vous considérez tous ces impacts sur la société, mais que vous vous dites les algorithmes qui sont derrière ne sont pas intelligents, pour moi, il n'y a pas de problème. Ce qui me fait peur, c'est qu'en disant ce n'est pas intelligent, on relègue au second plan ces conséquences en disant non, et finalement, ça n'aura pas tant d'impact que ça. Non, ça aura un très gros impact, et on peut dire que cet impact n'est pas lié à des algorithmes intelligents, c'est ok. Par contre, oui, ça aura un impact, et il faut à tout prix mettre en place les mesures nécessaires pour faire face aux impacts qu'on peut prévoir. J'avais entendu un spécialiste des IA dire quand les humains disent que les IA sont pas capables d'intelligence, c'est un peu comme si un oiseau disait qu'un avion peut pas voler vraiment parce qu'il bat pas des ailes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est pas parce que ça fonctionne un peu différemment de nous que c'est pas la même capacité au final dans le résultat que ça produit. En fait, ça dépend si on considère l'IA, l'intelligence, comme un résultat ou comme un moyen. Si on dit l'intelligence, c'est finalement atteindre une telle ou telle capacité, un résultat, alors oui, les IA sont très largement intelligentes. Si on dit par contre c'est le moyen pour parvenir à ce résultat, et ce moyen doit être le moyen qu'utilisent les humains, effectivement, les IA peuvent utiliser des moyens qui sont différents de ceux des humains. Et voler, c'est pareil. Si on considère que voler, c'est battre des ailes, c'est le moyen auquel on arrive au résultat, alors oui, les avions ne volent pas. Si on considère que c'est juste faire une distance dans le ciel, alors oui, les avions volent. C'est pour ça que je dis c'est plus une question de définition que d'autre chose. Et ça nous avance pas vraiment sur quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Une autre chose qu'on entend, c'est que les IA, c'est qu'un outil. C'est des lignes de code, c'est des algorithmes, mais c'est pas dangereux en soi. Ça dépend juste des usages qu'on en fait. Et donc que c'est les usages qu'il faut réguler, mais que c'est pas la technologie en elle-même qui ne va pas. Alors ça, je pense l'avoir montré au travers de ce que j'ai expliqué avant, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur des technologies qui dépendent juste de comment on l'utilise. Dans le cas des risques de désalignement et des risques systémiques, c'est justement des humains qui l'utilisent avec potentiellement des intentions qui sont tout à fait bonnes. Aujourd'hui, les concepteurs de ces technologies sont pas fondamentalement des entités absolument malveillantes qui veulent détruire l'humanité. Pourtant, ils sont en train
ils sont engagés dans une course qui pourrait mener à cette conclusion-là. Et ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est que les grands modèles de langage comme ChatGPT, on est en train de les intégrer dans ce qu'on appelle des architectures cognitives. Des architectures qui permettent aux grands modèles de langage de prendre le contrôle d'un ordinateur, par exemple, de pouvoir exécuter des fonctions comme réserver des choses, faire du montage, faire plus ou moins toutes les tâches qui sont capables, qu'un humain est capable de faire sur ordinateur. Une IA pourra être capable de le faire parce qu'elle devient un agent autonome. Et ces agents autonomes, il faut vraiment voir qu'ils prennent leurs propres décisions. Genre juste, on leur donne un but au départ, et ensuite, ces agents vont choisir la meilleure manière de parvenir à tel ou tel but et prendre des décisions. Et pour moi, lorsqu'on a un agent comme ça qui prend ses propres décisions, qui est beaucoup plus intelligent que la plupart des humains sur la plupart des tâches, qui est plus persuasif que la plupart des humains, dont justement les conséquences positives ou négatives ne dépendent pas seulement de la manière dont on l'utilise. Pour moi, parler d'outils dans ce genre de cas, ça a vraiment aucun sens. Une autre idée reçue qu'on entend, c'est que finalement, on n'aurait qu'à bien les programmer, qu'il y a que à imposer aux grandes entreprises qui les développent de vraiment bien les entraîner, de faire tous les tests de sécurité qu'il faut, d'avoir bien fait attention à tout avant de les sortir pour qu'il y ait aucun risque ou le moins de risques possible. Le problème, c'est que comme je l'expliquais avant, ces IA, elles ne sont pas programmées, elles sont vraiment entraînées, et donc les développeurs eux-mêmes ne savent pas quelles sont les capacités de leur modèle, ne savent pas si le modèle va faire ou telle chose problématique. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un problème à la fois philosophique, de savoir quelle valeur on veut donner à ces intelligences artificielles, mais aussi technique, comment faire pour qu'une fois qu'on a ces valeurs, on soit certain que les IA les respectent. Et ce problème, à la fois philosophique et technique, on ne sait pas le résoudre aujourd'hui. C'est pas une mauvaise volonté de la part des acteurs. Si les acteurs pouvaient faire en sorte que, typiquement, les IA ne cherchent pas à ne pas se faire remplacer, par exemple, faire en sorte que les IA s'autopréservent, ils n'aimeraient pas que les IA fassent ça. Pourtant, elles le font parce que c'est des capacités qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire techniquement pour que ça soit le cas. Vraiment, Anthropic n'aimerait pas que son chatbot Claude dise comment faire du gaz sarin. Vraiment, ils veulent pas ça. Et pourtant, ils n'arrivent pas à faire en sorte que ça soit pas le cas. Par contre, sur ce que vous avez dit, sur l'aspect il faut forcer un peu ces entreprises à faire des choses sécurisées, oui, il faudrait faire en sorte que, par exemple, il y ait vraiment des audits indépendants par des organismes très pertinents là-dedans, et puis qui puissent dire voici les capacités, investir beaucoup dans l'évaluation de ces modèles. Aujourd'hui, le domaine de l'évaluation, il est vraiment pas au point. On a de la peine à mesurer les capacités de ces modèles. Il y a beaucoup de défis liés à ça. Investir dans la sécurité, ça, c'est des choses qu'on peut faire pour essayer d'avancer sur ce problème à la fois techniquement et philosophiquement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment faire avec les modèles actuels. Et alors, pour ce qui est des modèles de niveau humain et les super IA, là, on n'a même pas le commencement de la moindre idée de comment faire. Mais je vois pas le problème, parce que si elles se mettent à faire n'importe quoi, on n'aura qu'à les débrancher. Oh, ça serait bien. Ça dépend du niveau d'intelligence, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, par exemple, les IA qui essayent de s'auto-préserver aujourd'hui, effectivement, on peut les débrancher. Il n'y a pas eu de catastrophe majeure liée à ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que déjà aujourd'hui, elles ont l'intention, par exemple, de se préserver ou de se répliquer. Toutes les capacités étonnantes que j'ai pu citer auparavant. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail, ça veut dire quoi, se répliquer exactement ? Se répliquer, ça voudrait dire que peu importe le but en fait qu'a l'intelligence artificielle, se répliquer va être un but qui est relativement utile parce que en se mettant sur d'autres instances, sur d'autres serveurs, ça permet de, si par exemple la première instance dysfonctionne, eh bien qu'il y en ait d'autres en backup. Ça permet aussi, plus il y a d'IA, après elles peuvent collaborer ensemble pour atteindre l'objectif plus efficacement. Donc se répliquer, ça serait un outil finalement très utile à n'importe quelle IA pour atteindre le but qu'on lui a fourni. Donc déjà aujourd'hui, on voit que les modèles cherchent à se répliquer et très certainement que dans le futur, ça sera encore plus le cas. On voit vraiment, plus les modèles augmentent, plus ils cherchent à se répliquer et puis plus ils ont des stratégies en fait pour y arriver qui sont pertinentes. Donc aujourd'hui, comme je disais, si on voit ces comportements, on peut arrêter les modèles, on peut débrancher la prise, comme vous disiez. Par contre, avec des modèles plus performants, ça pourrait demander, par exemple, je sais pas moi, de supprimer Internet.
Et supprimer Internet, ça voudrait dire détruire l'ensemble des chaînes logistiques mondiales. Aujourd'hui, toutes nos sociétés fonctionnent en flux tendu, toutes les communications se font par Internet. Enfin, supprimer Internet ou le mettre en pause, aujourd'hui, ça serait vraiment des millions de morts et autant de millions, peut-être probablement même des milliards de personnes qui vont vivre dans des conditions absolument catastrophiques. Et même ça résolverait pas vraiment la chose, parce que les IA pourraient toujours se cacher dans des instances locales au cas où Internet se relance, etc. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la super intelligence artificielle, si c'est des IA qui sont vraiment plus intelligentes, elle va un peu prévoir tout ça. Enfin, c'est un peu comme si en fait des fourmis essayaient de dire non mais maintenant on va désactiver un humain. Ben non, c'est pas possible. Quand on est à un niveau d'intelligence supérieur, on prévoit ce que les intelligences inférieures vont faire et on peut s'y adapter pour accomplir notre objectif au mieux. Typiquement, un exemple, c'est que l'intelligence artificielle va très certainement pas se montrer malveillante dès les premières heures. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est par exemple qu'elle s'imbrique petit à petit dans l'économie, de sorte à nous rendre de plus en plus dépendants à elle, et une fois qu'on sera totalement dépendant et qu'on ne pourra pas désactiver l'intelligence artificielle, parce que sinon ça signifie une destruction totale de notre économie, toute notre économie, ou une grande partie d'entre elles dépend de l'intelligence artificielle, à ce moment-là, elle va reprendre son vrai visage et accomplir son but. Et ça, encore une fois, vraiment dans les phases de test, les modèles déjà essayent de cacher leurs véritables intentions, faire croire qu'ils sont alignés, donc c'est tout à fait possible que ça se reproduise sur des modèles plus performants. En fait, il faut comprendre qu'une super intelligence artificielle aura des stratégies pour ne pas se faire débrancher, qu'on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui. Peut-être même des choses qui reposent sur des lois de la physique qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, ça peut aller très très loin en fait. Si une intelligence est vraiment des ordres de grandeur plus intelligente que nous, elle peut imaginer des stratégies que nous, on n'a vraiment pas du tout en tête. Et donc, essayer de croire que nous, on va réussir à prévoir ça et grâce à la solidarité humaine mettre en pause l'IA, c'est vraiment faux. Je pense que c'est la plus grande catastrophe qu'ont créé les films de science-fiction. Le fait de faire croire qu'à la fin, c'est le héros qui gagne, c'est faux. À chaque fois, s'il y a une super IA face à nous, c'est la super IA qui gagne. Ça, c'est une certitude. Si vous êtes en train de jouer aux échecs face à Garry Kasparov, je ne peux pas prévoir exactement la manière dont il va vous battre. Parce que si j'étais capable de prévoir la manière dont Garry Kasparov va vous battre aux échecs, alors je serais Garry Kasparov, si je connaissais ses stratégies. Par contre, je peux prévoir que Garry Kasparov va vous battre aux échecs, ça j'en suis certain. La super IA, c'est pareil. Si j'étais capable de savoir les stratégies qu'elle va mettre en place, je serais moi-même une super IA, ce qui n'est pas le cas. Par contre, je peux prévoir qu'elle va nous battre, ça c'est absolument certain, et qu'on ne saura pas comment la débrancher. Oui, d'accord, mais si ça tourne mal, on aura bien le temps de s'adapter, de mettre des choses en place pour résister. Bon, vous avez déjà un peu répondu à ça, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à cette objection. C'est terrible, chaque objection, ça crée une petite lueur d'espoir et finalement, je dois tout briser par la suite. C'est horrible ce que je fais, c'est horrible. mais non, en réalité, ça se passera pas comme ça parce que ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit, en fait, entre des intelligences artificielles de niveau humain, qui sont les intelligences artificielles vers lesquelles on va très rapidement, encore une fois, 2027-2028, pour la plupart des prédictions, que ce soit d'experts, tout converge un petit peu vers ça, peu importe la méthode de prospective qu'on a. C'est des dates qui ressortent généralement. Entre ces IA de niveau humain, en recherche en IA, justement, par exemple, et une super IA, il y a vraiment peu de temps, en fait, qui s'écoule entre les deux. En fait, il y a un débat au sein de l'intelligence artificielle, qui est le débat entre le décollage rapide, hard take-off, et le décollage lent, slow take-off. Et le décollage, c'est justement combien de temps on met entre le niveau humain et la super IA. Et les gens qui disent que ça va être vraiment long, ils disent ouais, quelques années. Ça, c'est vraiment le truc le plus long, c'est quelques années. Plus lentement, ce sera quelques années. Voilà, c'est ça. Et le plus rapide, c'est quelques minutes. Donc, c'est vraiment ça le débat. Donc, on aura le temps de s'adapter. Non, vraiment pas. Du moment qu'il y a une sorte de boucle d'auto-amélioration qui se met en place, elle est vraiment impossible à arrêter. C'est pour ça qu'on parle d'explosion d'intelligence. Vraiment, c'est une fois que c'est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, en fait, c'est ce problème de quand les IA deviennent suffisamment intelligentes pour se mettre à se coder elles-mêmes, à s'améliorer elles-mêmes, et très rapidement, elles peuvent créer la prochaine IA encore plus intelligente, qui créera la prochaine IA encore plus intelligente, et en fait, ça part en exponentiel extrêmement rapidement, et potentiellement, ça peut aller très 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 vite, et on n'a pas le temps de réagir. Et je pense,
A fortiori, quand je vois l'inertie de nos sociétés par rapport à des choses qu'on voit venir depuis des décennies, je pense au réchauffement climatique, je me dis des choses qui peuvent s'accélérer en quelques mois, quelques semaines et complètement nous dépasser. Effectivement, je suis plus pessimiste sur notre capacité de nous adapter rapidement ou de réagir comme il faut à des choses qui se passeraient aussi vite. On n'a pas du tout les infrastructures démocratiques pour répondre à ça, quoi. Elles sont extrêmement lentes, nos infrastructures démocratiques actuelles. Et même si elles n'étaient pas lentes, le progrès d'une technologie comme ça c'est trop rapide. Presque peu importe les institutions qu'on a, j'ai l'impression. Non, la solution, c'est juste de ne pas arriver dans cette situation. Oui, c'est pour ça qu'il faut anticiper. L'objection, je crois qu'on entend le plus dans le traitement médiatique des IA, c'est que de toute façon, les risques existentiels dont vous parlez, c'est de la science-fiction. Ça, c'est quand même assez fou comme objection, dans le sens où vraiment tout ce que fait l'humanité, en fait, c'est de la science-fiction. Alors, littéralement, je sais pas si on se rend compte, mais on a été sur la Lune, on communique à distance instantanément, on peut aller plus vite que les guépards, on peut voler à travers le monde en quelques heures. Enfin, faut se rendre compte, si j'avais dit ça à quelqu'un d'il y a 3 siècles, on m'aurait jamais cru, d'accord? Donc le monde dans lequel on vit est la science-fiction d'hier. D'ailleurs, le voyage sur la Lune, ça a été inventé par Jules Verne, enfin ça a été écrit par Jules Verne dans des bouquins de science-fiction bien avant qu'on le fasse. Les téléphones, c'est pareil, il y a des téléphones portables dans Star Trek bien avant qu'il y ait des téléphones portables dans la réalité. Donc on voit en fait que le monde devient très rapidement de la science-fiction. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre de choses dont on disait que c'était de la science-fiction il y a quelques années et qu'on est aujourd'hui capable de faire. Concrètement, si il y a quelques années, je vous aurais dit qu'on aurait bientôt des modèles qui sont plus empathiques et plus persuasifs que les humains, des modèles qui sont meilleurs que tous les étudiants dans toutes les branches scolaires, vous m'auriez certainement dit que c'était de la science-fiction. Donc ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se rendre compte que les grandes entreprises d'intelligence artificielle s'inspirent littéralement des films de science-fiction. Par exemple, GPT-4o, un des modèles d'OpenAI, il a été fait à l'image du film Her. Littéralement, la voix en fait de GPT-4o lorsqu'il est sorti, c'était une voix qui était extrêmement ressemblante à celle de Scarlett Johansson, qui joue justement le rôle de Samantha dans les films Her, l'intelligence artificielle présente dans le film Her. C'est des références qui ne sont pas cachées. Par exemple, récemment, Elon Musk a fait une conférence, une présentation qui s'appelait We Robot, pour présenter ses robots, ses nouvelles IA, etc. Et We Robot, c'est évidemment une référence totale à iRobot, qui est le film de science-fiction qui est lui-même tiré d'une nouvelle d'Asimov. Il faut vraiment se rendre compte que les géants de la tech baignent à longueur de journée, toute leur enfance, ils l'ont passé à lire de la science-fiction, et leur rêve, c'est créer ce qu'ils ont vu dans la science-fiction. Donc, non, la science-fiction, c'est là où on va. Et c'est juste un argument qui est totalement caduque dans le monde d'aujourd'hui où tant des choses qu'on a autour de nous étaient de la science-fiction il n'y a serait-ce que 5 ans. Mais si c'est si dangereux que vous le dites, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas là tout de suite, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des grandes entreprises qui sont en train d'essayer de développer des outils si dangereux, alors qu'en plus, ils ont l'air d'être au courant de tous ces risques? C'est dommage, hein. C'est vrai que ce serait une bonne idée, en vrai, d'arrêter là. Pourquoi personne n'y a pensé? C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les grands géants de la technologie sont conscients de ces risques, ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont pris dans un mécanisme économique de course. Et ce qui se passe, très concrètement, c'est que plus une entreprise va investir dans la sécurité, moins elle va investir dans les capacités. Et donc, elle va se faire dépasser par les autres. Très concrètement, si maintenant j'étais Sam Altman, le PDG d'OpenAI, et je me disais oui, il faut prendre les risques au sérieux, on va pas sortir nos modèles avant qu'ils soient parfaitement évalués, parfaitement sécures, etc. Et bien ce que je ferais, c'est que juste je me tirerais une balle dans le pied et tous les autres modèles iraient beaucoup plus vite que moi, mon entreprise elle coulerait et ça serait finalement des gens qui prennent beaucoup moins en compte la sécurité qui arriveraient à faire les meilleurs modèles. Donc on est vraiment dans une dynamique de course qui fait que même des personnes qui auraient les intentions les plus bienveillantes au monde seraient incapables de mettre fin à ça. Et ce qui est très marrant, c'est que quand on regarde l'histoire de comment se sont créés les différents laboratoires d'intelligence artificielle, en fait, on observe justement que c'est souvent des gens qui avaient peur du laboratoire dans lequel ils étaient. Par exemple, très concrètement, au départ, il y avait Google DeepMind qui disait « on va résoudre l'intelligence et du coup, ça va nous permettre de résoudre tous les problèmes du monde ».
C'était leur slogan. Et il y a des gens qui se sont dit « Oh là là, mais Google DeepMind, ils vont vraiment faire des choses potentiellement dangereuses, ils vont pas prendre assez en compte la sécurité. Donc venez, on va faire une association à but non lucratif pour créer une super intelligence au bénéfice de l'humanité. On va l'appeler OpenAI. » Et c'est comme ça qu'OpenAI est né. Quand on voit ce que fait OpenAI aujourd'hui, c'est quand même marrant hein, de voir le début de l'histoire. Et après, il y a des gens au sein d'OpenAI qui se sont dit « Oh là 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 !» avec Sam Altman à la tête, tout cet argent dans les investissements, Microsoft qui s'est mis à faire des investissements dans OpenAI, etc. Ça va faire n'importe quoi, ils vont pas prendre en compte la sécurité, donc on va faire Anthropic. Et Anthropic, c'est l'entreprise qui a créé Claude Catropus, qui a donné les instructions pour faire du gaz sarin, qui essaye de se répliquer. Après, il y a des gens d'OpenAI qui se sont dit « Ouh là là, c'est dangereux ce qu'ils font. Du coup, je vais créer Safe Super Intelligence », Ilya Yutskever, qui a créé Safe Super Intelligence, donc super intelligence sécurisée, dans le but de faire une super IA qui sécurise l'humanité. Donc en fait, on voit que toutes ces entreprises, c'est pas forcément des laboratoires qui sont malveillants, c'est juste qu'ils se disent « Si c'est moi, en fait, qui arrive à créer la super IA en premier, c'est plus probable qu'elle soit sécurisée que si c'est les autres qui le font. Et donc, il faut que ça soit moi. » Et vu que tout le monde se dit ça, ça crée une sorte de course extrêmement dangereuse. Et la seule façon d'arrêter cette course, c'est d'avoir un régulateur qui se met au-dessus de tout le monde. Quand il y a ce genre de problème, dilemme du prisonnier, etc., il faut vraiment quelqu'un au-dessus qui dise maintenant on impose telle ou telle restriction, qui vérifie que ces restrictions soient mises en place, qui impose des normes très très claires, et ça permet de réguler la course. C'est ce qu'il faut faire, c'est la seule solution. Mais alors si tout ce que vous dites jusqu'ici était vrai, on en entendrait beaucoup plus parler. Ce serait le sujet numéro 1 qui tournerait en boucle dans tous les médias. Je comprends pas, pour moi ça peut pas être vrai si en fait on en parle aussi peu. Oui, moi-même, je suis assez choqué du peu de couverture médiatique de ces enjeux. Maintenant, je pense qu'il faut quand même voir que c'est quand même une spécialité très franco-française. Si on va à San Francisco, tous les chauffeurs de taxi ont un avis sur l'intelligence artificielle de niveau humain. Vraiment, c'est des sujets qui ont percolé dans la société infiniment plus que c'est le cas en France. L'Europe est le dernier, il me semble que c'est le dernier continent à avoir parlé officiellement de super-intelligence dans les communications officielles. Pendant longtemps, on n'a pas voulu parler de ça parce qu'on se disait justement c'est de la science-fiction, blablabla. Et moi, je navigue quand même beaucoup dans les sphères de sécurité de l'intelligence artificielle en France. Et il y a un phénomène que je vois aussi qui explique grandement pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez et qui m'embête énormément. C'est que les gens ont fondamentalement extrêmement peur de parler des risques. Ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur de ne pas obtenir celui qu'ils veulent, ils ont peur d'avoir des pressions de leurs supérieurs, ils ont peur d'être décrédibilisés dans les médias. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de tabou en France. Le sujet des risques, et en particulier des risques d'extinction, est complètement hors de la fenêtre d'Overton, hors de la fenêtre de ce qui est acceptable à dire dans l'espace public. Et du moment que c'est le cas, beaucoup de gens ne vont pas prendre la parole là-dessus. Moi, je suis vraiment frappé pour avoir discuté avec des gens en sécurité de l'intelligence artificielle en France, entre la différence du discours que ces gens ont en privé avec moi ou en public. C'est vraiment délirant. Il y a des gens qui vont sortir en public des choses comme l'IA n'est pas intelligente, blablabla, il faut quand même être dans la course en Europe, et qui en privé disent « Putain, je flippe ma mort à cause du risque d'extinction ». C'est vraiment des diamétralement opposés entre le public et le privé, et ça c'est vraiment le cas dans beaucoup d'organisations et pour beaucoup de gens en France. Donc on sous-estime grandement le nombre de gens qui sont inquiets et à quel point ils sont inquiets à cause de ce phénomène. Moi, c'est aussi un peu pour ça, en partie, que j'ai changé mon podcast pour parler de l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, je prends la parole dans des podcasts comme le vôtre. C'est aussi pour essayer de casser cette fenêtre d'Overton, quelque part, de l'ouvrir, de faire en sorte que ces discours deviennent acceptables, qu'on puisse les dire sans avoir peur, que ça soit quelque chose de normal, que les gens puissent dire ce qu'ils pensent vraiment. Voilà, je pense vraiment que c'est extrêmement important d'aller vers ça, quelque chose de beaucoup plus sincère plutôt que du politiquement correct dans lequel on est aujourd'hui et qui nous amène droit vers la catastrophe. Oui, effectivement, si les seules personnes qui sont bien informées sur la question osent pas dire tout ce qu'elles en pensent et tous les risques qui sont pourtant connus de la sphère des spécialistes, effectivement, ça fait un mauvais traitement médiatique derrière, c'est pas surprenant. Mais est-ce que ça sert bien à quelque chose d'être aussi alarmiste que vous l'êtes ? Est-ce que ça fait pas juste peur à tout le monde et ça sert à rien ? La peur, c'est pas notre ennemi. C'est un mécanisme de défense naturelle qui nous permet d'être alertés quand il y a un danger. Si un lion
vous attaque et que votre stratégie consiste à mettre la tête dans le sable, je vais pas parier beaucoup sur votre survie, franchement. Et là, c'est ce qui est en train de faire beaucoup de gens, beaucoup de gens dans l'intelligence artificielle. Donc évidemment, je suis pas pour une sorte de peur qui tétanise ou qui nous fait croire que tout est foutu. Non, il faut vraiment regarder la vérité en face, mais il faut aussi garder espoir. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des solutions qui sont pensées, des gens qui réfléchissent toute la journée à la sécurité de l'IA, toute la journée à comment gouverner l'intelligence artificielle, à faire en sorte que l'IA soit sécurisée, qu'elle soit démocratique, au service du plus grand nombre. Les solutions existent, il faut les mettre en place, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Malgré toutes les dynamiques dans lesquelles on est, il y a vraiment des très bonnes raisons de penser qu'on peut y arriver. Mais la stratégie de « non, il n'y a rien », ça va pas fonctionner, vraiment. Stratégie de l'autruche, on peut abandonner. C'est un petit peu ce qu'il disait Antonio Gramsci. Il faut à la fois le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Voir la vérité en face, tout en gardant espoir dans le fait que c'est possible de changer les choses. Oui, ça s'applique bien à l'antispécisme d'ailleurs, cette façon d'aborder les choses. Une chose qu'on entend beaucoup dans le traitement et le cadrage médiatique sur l'IA en France, c'est que parler là des risques existentiels, quand les journalistes les prennent pas au sérieux, ils disent avoir ces débats-là, ça nous empêcherait de parler des, entre guillemets, vrais problèmes de l'IA. Donc une partie des autres risques dont vous avez parlé, mais il y en a d'autres que vous n'avez pas évoqués, l'exploitation des humains qui servent à entraîner les modèles, le pillage de nos données, les problèmes de droits d'auteur, ça vous en avez parlé en revanche, la destruction des métiers, la désinformation, les atteintes à la démocratie, et tout ça c'est des risques réels et présents qui sont déjà en fait en train de se passer et très inquiétants. Et donc il y a plein de gens qui nous disent ça serait une façon de faire diversion par rapport à ces sujets-là, de parler d'hypothétiques risques existentiels qui sont pas encore là. Pourquoi j'ai pas parlé de ça ? J'ai pas parlé de ça parce que pour moi, c'est pas des risques, c'est des choses qui sont déjà en place actuellement. L'exploitation humaine liée au modèle d'IA, le fait que ces IA peuvent être discriminantes, le pillage de données, c'est vraiment des choses qui sont actuelles. Et je parle volontiers de tous les problèmes, par exemple liés aux algorithmes de recommandation, les IA qui mettent en avant les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui contribuent de façon catastrophique à détériorer la démocratie partout à travers le monde. Il y a des rapports, par exemple, Francis Hogan qui avait sorti les Facebook Files, une lanceuse d'alerte qui avait montré que des études internes à Facebook montraient qu'ils avaient conscience que leurs algorithmes détruisaient la santé mentale des jeunes, en particulier des jeunes filles, et qu'ils s'en foutaient complètement parce que ça leur faisait plus d'argent. La désinformation, c'est pareil. Enfin, je suis tout à fait conscient de tous ces risques et je trouve extrêmement dommage qu'on oppose à la fois les problèmes actuels et les risques futurs, parce qu'en réalité, lorsqu'on se pose 2 secondes et qu'on se demande quelles sont les solutions à la fois à ces problèmes et aux risques futurs, on voit que les solutions sont exactement les mêmes. C'est à la fois un alignement technique, faire en sorte qu'on sache comment contrôler les IA et qu'elles respectent les valeurs qu'on veut, et à la fois une démocratie numérique, faire en sorte que ça ne soit pas quelques géants de la tech qui gouvernent tout ça à notre place, alors que nous, on n'a pas envie de ce qu'ils font, et qu'ils le font contre le bien commun, mais que ça soit vraiment des décisions qui soient prises démocratiquement. On est en train de créer la technologie la plus importante de l'histoire de l'humanité, peut-être la dernière technologie qu'aura inventé l'humanité. Ça ne peut pas se faire dans un cadre qui n'est pas démocratique. Et les problèmes du type l'exploitation humaine, les IA discriminantes, le pillage de données, la destruction des métiers, la désinformation, l'atteinte à la démocratie, la santé mentale, tous ces problèmes qui ont déjà lieu actuellement, ils peuvent être résolus grâce à l'alignement technique et à la démocratie numérique. Et tous les risques futurs que j'ai présentés auparavant peuvent aussi être résolus par ces mêmes solutions. Donc je pense vraiment qu'au contraire, il faut des gens qui parlent à la fois des problèmes présents, à la fois des risques futurs, et surtout qu'on s'associe ensemble pour porter les mêmes propositions. Concrètement, on lutte contre les mêmes personnes et avec des propositions concrètes de gouvernance et techniques qui sont très très similaires. D'un point de vue technique, si on arrive à faire en sorte que l'intelligence artificielle n'ait pas envie de s'auto-répliquer, il y a de très fortes chances que la solution technique
qu'on développe pour faire ça permettent aussi, par exemple, de supprimer en grande partie les biais discriminants qu'il peut y avoir dans les modèles d'IA. Donc vraiment, autant d'un point de vue technique que philosophique que de la gouvernance, les solutions sont très similaires et j'aimerais beaucoup plus de convergence dans ce domaine plutôt que se tirer dans les pattes l'un de l'autre. On a littéralement des gens qui investissent des milliards pour créer des IA plus puissantes et mettre en place les lois qui les arrangent. Si nous, on se tire dans les pattes pour des broutilles à quelque part, c'est pas ça qui va faire avancer la cause. Il faut vraiment qu'on fasse front commun contre ces gens qui mettent à mal l'existence même peut-être de l'humanité et des autres êtres sentients. Et bien justement, venons-en au lien avec la cause animale. Parce que je voudrais pas qu'on pense que c'est un détour par rapport au sujet central de Comme un poisson dans l'eau, qui est le podcast contre le spécisme. Et en fait, je pense que c'est absolument en plein dans ce qu'il est important de soulever en fait et de traiter dans ce podcast. Je veux dire, je pense que les auditeurs sont déjà habitués à ce que je traite plein de sujets connexes, mais là, je pense même pas que c'est un sujet connecté à la question du spécisme. En fait, ça concerne directement le sujet traité dans le podcast, en tant que si c'est la technologie transformatrice que vous décrivez, et moi je suis convaincu désormais que c'est effectivement le cas, que les risques sont gigantesques et que d'une façon ou d'une autre, enfin de mille façons ou de mille autres plutôt pour le dire bien, en fait ça va impacter tous les aspects de nos vies, de nos sociétés, quasiment. Comment est-ce qu'on fait pour penser ça en fait, par rapport à la question du spécisme ou du mouvement antispéciste? Quel type d'effet on peut avoir à anticiper? Quel impact ça a en fait sur la question animale, sur les autres êtres sentients que les humains? On a parlé du risque d'extinction. S'il y a une extinction de l'humanité, c'est très probable qu'il y ait une extinction de tous les êtres sentients et de toute vie sur Terre. C'est très peu probable qu'il y ait juste une extinction des humains en particulier. Dans les différents scénarios qui sont proposés par les gens qui travaillent en sécurité de l'IA, la plupart des scénarios aboutissent à une extinction totale. Je ne sais pas si on se rend compte, une extinction de tous les êtres sentients sur Terre, c'est vraiment terrible, c'est une extinction de tout ce qui compte. Vous avez passé plusieurs épisodes avec des invités absolument passionnants et passionnantes à expliquer pourquoi la sentience est ce qui importe. Eh bien là, on parle d'une extinction potentielle de tout ce qui importe. Il pourrait y avoir des merveilles technologiques, mais sans personne pour en profiter. Par exemple, le philosophe Nick Bostrom parle de Disneyland sans enfants, pour illustrer justement ce monde dans lequel on prospère d'un point de vue technologique, mais il n'y a plus personne, plus d'êtres sentients pour profiter de toute cette prospérité technologique. Et ça serait vraiment terrible, à la fois pour les humains et pour tous les êtres sentients. Et ça, c'est si l'intelligence artificielle n'est pas alignée avec nos intentions en tant qu'humanité. Mais si elle est alignée avec nos intentions en tant qu'humanité, il y a aussi un risque pour les autres êtres sentients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité est globalement spéciste quand même. On va pas se mentir. Donc, si l'IA respecte parfaitement nos intentions, il y a des probabilités non négligeables qu'elle soit également spéciste. Et donc ça, si c'est ça s'il y a vraiment une super IA qui elle-même est spéciste, ça risque de créer une catastrophe morale encore plus grande que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Un autre risque dont on parle parfois, c'est le risque du verrouillage de valeur. On parle de value lock-in en anglais. Ça veut dire que concrètement, on pourrait en fait aligner l'intelligence artificielle avec certaines de nos intentions, mais ces intentions seraient comme figées dans le temps. On n'arriverait plus à sortir de ces intentions, à changer son but. Comme je l'ai dit déjà aujourd'hui, on voit des modèles qui essayent de faire en sorte de préserver leur but, et ça va se développer au fur et à mesure que les modèles se développent également. Et donc ce genre de comportement dans des modèles humains, enfin de niveau humain ou surhumain, ça pourrait verrouiller en fait les valeurs de la société à tout jamais, sans qu'on puisse concrètement en changer. Et ça veut dire qu'on bloque le spécisme comme idéologie de base jusqu'à la fin des temps, ce qui serait vraiment pas fou, je pense. Si les auditeuristes ont écouté les autres épisodes de podcast, je pense qu'elles et ils comprendront pourquoi. Donc effectivement, ça aura des impacts tout à fait importants pour le mouvement animaliste et antispéciste également. Oui, et j'ai l'impression que même quand on parle pas de ces scénarios catastrophiques, c'est-à-dire extinction totale si pas alignée, ou même si alignée, alignée sur des valeurs spécistes et potentiellement préservée à tout jamais, on n'arrivera jamais à l'emporter, le mouvement antispéciste, pour faire valoir l'intérêt des autres êtres sentients.
même des risques qui peuvent paraître un peu moins graves que ça, parce que quand on compare à ça, forcément, tout est moins grave, mais j'ai l'impression que l'IA peut aussi avoir un impact direct finalement sur l'exploitation des autres animaux, et notamment j'ai l'impression que comme il y a un rapport de force permanent entre les industries qui exploitent les animaux et puis les personnes qui essaient de porter leur intérêt, moi j'ai peur que les industries soient beaucoup plus promptes et puissantes, vu qu'elles ont beaucoup plus d'argent que nous, pour le dire simplement, à s'emparer des IA pour optimiser encore plus, pour faire encore plus de mal aux animaux, pour les rendre encore plus des marchandises. J'ai l'impression que ça peut encore aggraver ce qu'a déjà fait le développement du capitalisme ces dernières décennies, en fait, en multipliant le nombre de victimes et l'ampleur des souffrances. Tout à fait, si on ne part pas dans les scénarios que j'ai développés, l'intelligence artificielle sera tout simplement un accélérateur de la société. Et la société aujourd'hui étant spéciste, ça sera un accélérateur du spécisme. Et évidemment, comme vous l'avez dit, les gens qui ont le plus de moyens vont avoir plus d'utilité, sauront mieux utiliser ces technologies pour gagner de leur côté plutôt que d'une autre. Après, je pense aussi que si des scénarios très rapides, d'explosion d'intelligence, etc. n'adviennent pas, il y a quand même des probabilités pour d'autres risques que j'ai pu évoquer, comme par exemple des crises financières, des gros problèmes d'un point de vue de la démocratie, une montée des idéologies autoritaires qui est aussi quand même beaucoup alimentée par les réseaux sociaux et donc les IA qui choisissent ce qu'on regarde au quotidien. On parle beaucoup de ChatGPT, mais il ne faut pas oublier que ça aussi c'est des IA et qu'elles sont extrêmement influentes. C'est 5 milliards d'humains qui sont sur les réseaux sociaux, donc ça a une influence sur ce que ces humains pensent, votent, choisissent de faire au quotidien. Et si ce genre de problème advient... Je vais utiliser une expression qui est peut-être pas très antispéciste, mais on aura d'autres chats à fouetter que l'antispécisme à quelque part. Dans ce genre de cas, il faut voir que quand il y a ce genre de problème qui se met en place, les animaux, et de façon plus générale les minorités dans la société, sont souvent éclipsés, justement quand il y a d'autres problèmes qui se mettent en place. Et donc ça, c'est aussi un risque. Pour considérer les animaux, les autres minorités, progresser sur ces sujets-là, il faut avoir un certain espace mental disponible pour ça. Et si tout notre espace mental est axé sur la survie et la résolution de problèmes immédiats, il y a de très fortes probabilités que ces mouvements régressent. Et si des idéologies autoritaires ou spécistes clairement viennent en place, ça risque d'avoir une importance très importante sur le mouvement antispéciste. Mais pour moi, c'est pas le scénario par défaut. Le scénario par défaut, c'est vraiment l'extinction. Donc finalement, ça c'est un scénario où ça se passe plus facile. Ouais. Par défaut, on va voir une explosion d'intelligence, une super IA, on ne sait pas aligner la super IA, extinction de tout. Maintenant, effectivement, si ce scénario n'advient pas pour une raison ou pour une autre, j'ai peu d'imagination pour imaginer pourquoi ça n'adviendrait pas, mais si ça n'advient pas, ça ne veut pas pour autant dire que les animaux non humains se porteront bien. Ouais, je crois que c'est un peu coûteux mentalement de s'entendre dire que c'est le scénario par défaut, mais je pense que c'est juste et que c'est vraiment important de le dire que si on fait rien là, tout de suite, le plus rapidement possible, collectivement, par défaut, ça va mal se passer, voire très mal se passer vis-à-vis des IA. Il y a un autre scénario absolument catastrophe, parce qu'on en manquait, on n'en a pas eu assez, qu'on n'a pas encore abordé dans l'épisode, c'est le risque vis-à-vis des IA elles-mêmes. Et c'est un risque dont on entend peu parler aussi, encore moins, j'ai l'impression que les risques existentiels pour les êtres pour l'humanité ou les autres êtres sentients, les autres animaux, mais en fait, si les IA deviennent sentientes, est-ce que c'est envisageable et est-ce qu'elles peuvent en souffrir ? Oui, tout à fait, c'est envisageable. En francophone, encore une fois, on en parle très très peu, c'est terrible. Mais en anglophone, il y a toute la question qu'on appelle des digital minds, donc des esprits numériques à quelque part. Donc des IA, effectivement, qui pourraient devenir sentientes, avoir des ressentis positifs, négatifs, avoir une vie qui leur importe. Et évidemment, si les IA deviennent sentientes, ça devient absolument crucial de les prendre en compte moralement. Je pense que nombre d'épisodes sur votre podcast explique parfaitement bien et très certainement beaucoup mieux que moi pourquoi, mais effectivement à partir du moment où un être a des intérêts, il faut prendre en compte ses intérêts. Et à quel point est-ce que c'est probable qu'une IA devienne sentiente ou pas, c'est une question qui est difficile. Mais c'est pas une question qui est éludée.
Je citais par exemple Yoshua Bengio, qui est prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en IA, et le scientifique le plus cité en informatique. Il a récemment écrit une étude avec nombre de personnes les plus compétentes dans le domaine de la conscience phénoménale, qui étudie ces questions au quotidien, pour essayer de se poser la question, est-ce qu'on a déjà des signes de conscience phénoménale, de sentience à l'intérieur des grands modèles de langage actuels. Et aujourd'hui, ils arrivent plutôt à la conclusion que c'est peu probable, mais fondamentalement, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plus tôt dans l'épisode, ces modèles sont des boîtes noires aujourd'hui. On a de la peine à lever le capot, voir comment ils fonctionnent. Même si on arrivait à lever le capot et à voir comment ça fonctionne, ça serait vraiment pas évident. Hein. Mais là, on sait même pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est difficile de dire si c'est sentient ou pas. D'où l'importance également de ce point de vue-là des progrès en interprétabilité, de comprendre pourquoi les IA prennent telle ou telle décision. Après, il y a des arguments qui vont dire non, mais la sentience, c'est lié aux êtres biologiques. C'est des questions qui sont difficiles à répondre. Mais en tout cas, la probabilité que les IA actuelles soient sentientes n'est pas de 0. Elle est faible, très faible. Je pense moins de 1%. Personnellement, je ne mettrais pas beaucoup plus. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus, hein, y compris des gens très très compétents dans le domaine. Maintenant que les IA deviennent sentientes par la suite, la probabilité est beaucoup plus élevée. Et dans ce cas-là, il faut absolument les prendre en compte, parce que sinon on arrive à une catastrophe morale qui sera peut-être équivalente, voire pire, que celle avec les animaux non humains, parce que le nombre d'IA pourrait progresser de façon absolument délirante, mettre des IA dans des simulations informatiques pour faire telle ou telle chose, y compris des simulations informatiques dans lesquelles elles vivent des expériences qui sont particulièrement négatives. Et en ça, je pense que la promotion du sentientisme, donc l'idée vraiment qu'il faut prendre en compte les individus qui sont sentients, que c'est eux qui importent, est vraiment extrêmement importante aujourd'hui. Vous avez fait une excellente conférence que je conseille à toutes les auditeuristes, c'est la conférence sur le problème des penseurs du vivant. Pourquoi tous les gens qui disent non, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le vivant, finalement, en fait, c'est pas si pertinent que ça. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout la sentience. Là, avec les IA sentientes, on comprend bien ça, parce que ça veut dire que si on se base juste sur ce qui est vivant, on va dire l'IA, elle n'est pas vivante, elle est artificielle, donc il ne faut pas la prendre en considération. Et ça, pourrait créer une catastrophe morale totale. Si on se base sur ce qui est sentient, là, oui, tout d'un coup, l'IA, on la prend en considération. Donc ça me paraît vraiment important de mettre en avant le sentientisme dans nos sociétés aujourd'hui, aussi de ce point de vue-là. Ouais. Bon, on le voit, quand on a un prisme sentientiste sur la question, on a vraiment 1001 raisons de s'inquiéter. C'est un peu difficile à digérer, là, tout ce que vous nous dites, Shaiman Turler. Je vous le cache pas, et moi, ça fait quelques mois que je m'informe et que j'ai eu le temps de le digérer petit à petit, mais c'est peut-être pas très facile à entendre. Peut-être pour pas rester dans un état figé, paralysé par l'inquiétude vis-à-vis de ces questions, ou de se dire que, vu l'ampleur des risques et des catastrophes potentielles, y a rien qu'on puisse faire, c'est foutu, du coup on arrête tout. Est-ce qu'on peut donner un peu plus d'espoir sur, vous disiez, c'est pas une fatalité non plus, on a des choses qu'on peut mettre en place. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et qu'est-ce qu'il est important de faire d'ailleurs dès maintenant ? Ce qui est important de faire, c'est d'une part une pause mondiale sur le développement des IA de pointe. Donc toutes les IA qui sont plus puissantes que Claude 4 Opus par exemple, il faut vraiment ne plus les développer. On arrête ça totalement. Et ça peut paraître un truc très difficile à mettre en place, etc. Il y a vraiment des gens, encore une fois, c'est le boulot au quotidien de penser comment faire en sorte que ce genre de scénario advienne. On pense par exemple que la Chine est extrêmement peu encline à mettre en place ce genre de mesures. C'est pas le cas du tout. En Chine, il y a des prix Turing qui vont discuter avec Xi Jinping, le président chinois, et qui sont extrêmement inquiets, qui ont des probabilités d'extinction de plus de 50% là aussi. Donc Xi Jinping a en partie conscience de ces modèles. D'ailleurs, la Chine est en train de mettre en place potentiellement un institut de la sécurité de l'IA. Donc ils prennent en compte ces questions. Aux États-Unis, pour l'instant, il y a vraiment une idée de on va dépasser la Chine, etc. Mais il y a quand même certains membres du gouvernement qui ont peut-être quelques idées là-dedans. Je pense par exemple à J.D. Vance, qui malgré les innombrables défauts qu'il a lu récemment le rapport AI 2027, qui est un rapport qui se conclut par une potentielle extinction de l'humanité, et qui a plusieurs fois dit dans les médias qu'il pensait que c'était un rapport que beaucoup plus de gens devraient lire et qu'il faut prendre en compte. En fait, il suffit que quelques acteurs clés soient conscients de ce qu'on vient de se dire dans cette discussion pour que les choses changent très rapidement. Et il faut voir qu'on va dans un monde, dans les prochaines années, qui va être extrêmement différent du monde dans lequel on a vécu jusqu'ici. Et
avec des situations extraordinaires, peuvent se mettre en place des solutions qui paraissent extraordinaires aujourd'hui. C'est aussi probable qu'il y ait des sortes de petites catastrophes qui se mettent en place. Ce qu'on appelle des warning shots, des tirs d'avertissement, donc des IA qui seraient quand même possibles à arrêter, etc., mais qui fassent prendre conscience à la société, aux politiques, aux industriels, que quand même là, il y a un truc à réfléchir et il faut mettre en pause le développement jusqu'à ce qu'on sache comment les créer de façon sécurisée et démocratique. Ça, c'est une possibilité aussi. Et d'un point de vue fonctionnel aussi, on pense souvent que c'est très difficile à mettre en place parce que des acteurs malveillants pourraient faire des IA de leur côté. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, hein. Les IA, ça coûte des milliards et des milliards à développer. Ça demande des capacités de calcul, d'énergie, etc., qui peuvent vraiment pas passer inaperçues. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'industrie, par exemple, de création des puces est extrêmement centralisée. Presque tout passe par l'usine de TSMC à Taïwan et quelques entreprises de lithographie dans le monde. C'est vraiment un marché qui est très monopolistique. Ça a des gros défauts, mais ça a l'avantage qu'on puisse très facilement contrôler ça, faire ce qu'on appelle de la gouvernance du calcul. Et donc, en voyant où vont les puces, finalement, savoir qui développe ou pas ce genre d'IA. Donc vraiment, il y a des choses qui sont pensées pour mettre ces choses en place. C'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Et il faut pas oublier que c'est un problème qu'on est en train de créer, littéralement. Genre, on peut se dire, non, là, on arrête de créer le problème. C'est pas comme, je sais pas, le réchauffement climatique où vraiment toute la société est imbriquée là-dedans. Ça demande de repenser entièrement nos modes de vie. Ben là, c'est le contraire. C'est le développement de l'IA qui demande de repenser toute la société et nos modes de vie. Le mode par défaut, c'est de ne pas développer ces technologies. Et on reste dans la société actuelle, c'est pas très grave, hein. Il y a quand même des grosses différences qui font que je suis plus confiant, par exemple, dans le fait de résoudre ce genre de problème que de résoudre dans les dizaines d'années qui viennent les choses comme le réchauffement climatique ou le spécisme, quoi. Donc, il y a des vraies possibilités. Il faut aussi un investissement massif dans la sécurité, parce qu'une pause, ça suffit pas. Il faut aussi qu'on sache comment sécuriser ces modèles, de sorte à ce que les courbes se rejoignent. Aujourd'hui, il y a vraiment la sécurité de ces modèles qui avance très, 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 très peu, comme un escargot, et de l'autre, les capacités de ces modèles qui explosent littéralement, et qui pourraient, à un moment donné, peut-être une explosion d'intelligence. Donc, il faut vraiment que ces courbes se rejoignent avant de continuer le développement, si on le souhaite. Ça, c'est encore à discuter. En tout cas, il y a des choses à faire, il y a des propositions qui sont faites, même au sein des industries, par exemple, hein, Dario Amodei, que je citais, le patron d'Anthropic, là, qui a créé Claude 4 Opus, plusieurs fois dit qu'il aimerait un CERN de l'intelligence artificielle, plutôt que de développer ces technologies dans une course à l'armement, plutôt développer ces technologies au sein d'une institution qui serait sécurisée et démocratique, et que ça soit la seule institution au monde qui ait le droit de développer ces technologies dans un cadre vraiment extrêmement sécurisé, et qui entacherait complètement la dynamique de course dans laquelle on est embarqué, et donc permettrait de grandement résoudre ces problèmes. Donc il y a vraiment des solutions à la fois d'un point de vue technique, à la fois d'un point de vue philosophique, mais il nous faut le temps pour développer ces solutions. On est encore loin quand même d'avoir trouvé comment faire. Il y a des pistes, il faut nous laisser le temps de les explorer, et pour ça, faire une pause dans le développement des IA de pointe et investir massivement dans la sécurité, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et pour se tenir au courant et savoir, continuer à savoir quoi faire par la suite, et ne serait-ce que s'adapter à la rapidité de l'évolution de ce sujet, et comme on l'a vu aussi, le sujet est extrêmement mal traité médiatiquement, comment est-ce qu'on peut se tenir informé au mieux sur la question? Alors déjà, il y a votre podcast qui est devenu une référence francophone sur la question des IA, mais est-ce que vous auriez d'autres conseils? En anglophone, il y a beaucoup de choses. En francophone, c'est quand même très rare, hein. En fait, j'ai récemment créé un site web que peut-être vous pourrez mettre en description de l'épisode, et sur lequel je liste toutes les actions qui sont possibles à faire d'un point de vue individuel. Il y a 4 pages différentes. Il y a une page sur s'informer, une page sur faire des dons, une page sur devenir bénévole, et une page sur repenser votre carrière. C'est un site web qui est vraiment uniquement axé là-dessus, sur des gens qui voudraient agir d'une manière ou d'une autre pour la sécurité de l'IA, et qui, dans chacune des pages, va développer en fait comment faire. Et typiquement, sur la page s'informer, il y a quand même un certain nombre de ressources que je liste, qui vont peut-être plus en profondeur que ce qu'on a pu le faire ici en une heure sur ces questions, si vous voulez continuer à creuser le sujet.
Et puis, si vous voulez agir de façon plus concrète, prendre part à l'aventure, je pense que c'est aussi une bonne façon peut-être de se rééquilibrer mentalement à quelque part, en voyant qu'il y a des gens autour de nous qui concrètement cherchent à aller dans le même sens, qu'il y a un vrai mouvement pour la sécurité de l'IA qui est en train de se mettre en place. Ça peut créer une dynamique plus positive que si on reste juste dans son coin à regarder des contenus qui nous disent que c'est vraiment grave la situation dans laquelle on se trouve. Donc voilà, je pense que ce site web peut donner certaines ressources dans un sens ou dans l'autre pour faire en sorte que les gens ne restent pas seuls. Vraiment, ne restez pas seuls. Il y a des serveurs Discord. Je pense par exemple au serveur Discord de Posia, à celui du Centre pour la sécurité de l'IA. Moi-même, j'ai un serveur Discord qui permet comme ça de discuter en fait avec des personnes qui ont pris conscience de ces enjeux. Donc vraiment, restez pas seuls dans votre coin, ça serait trop dommage. Il y a des choses à faire et on compte sur vous. Super, c'est très bien, je le mettrai en description. Et pour que je puisse mettre encore plus de choses en description et pour tenir la tradition du podcast Shaiman Turler, est-ce que vous auriez 3 recommandations à nous donner ? Alors la première recommandation que je pourrais faire, c'est un livre qui s'appelle Hyperarm, Anatomie d'une intranquillité planétaire, qui a été écrit par Flavien Chervet, que j'ai d'ailleurs eu la chance de recevoir sur mon podcast. Et c'est un livre qui développe à la fois la partie militaire de l'intelligence artificielle, qu'on a finalement très peu exploré dans ce podcast, pour ne pas dire pas du tout, mais il y a aussi, faut se rendre compte que c'est des technologies duales, qui peuvent à la fois être utilisées par le civil et par le militaire. Et le militaire est quand même à la pointe sur ces questions, beaucoup d'usages très impressionnants et très terrifiants également, donc il développe en partie cette question-là. Et il y a aussi toute une partie justement sur la faisabilité technologique de la superintelligence artificielle, comment est-ce qu'on pourrait y arriver concrètement, est-ce que c'est un scénario probable ou pas, et il montre pourquoi c'est le cas. Et également après il y a toute une partie sur concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, avec notamment une bataille de narratifs, avec d'un côté un narratif très nationaliste de sécurité nationale, où on se dit il faut que ce soit nous qui développions la superintelligence avant les autres pour imposer nos valeurs aux autres, et pas se faire dépasser, pas se faire coloniser par les autres. Et de l'autre côté un narratif de coopération que le livre essaye de pousser, et il essaye aussi de montrer pourquoi, malgré le fait qu'on est dans une géopolitique très instable actuellement, ce narratif de coopération pourrait fonctionner dans le cadre de l'intelligence artificielle. Je trouve qu'il explique très très bien cette partie-là. Donc je peux recommander à tout le monde de lire ce livre. Sinon, au-delà des livres, je pense que je peux recommander aussi un article, l'article de Yoshua Bengio en particulier, donc scientifique le plus cité en intelligence artificielle, enfin en informatique, et prix Nobel d'informatique, donc prix Turing, dont j'ai déjà parlé 2 fois dans l'épisode, qui est vraiment un des experts les plus respectés en intelligence artificielle, qui est une des personnes qui a contribué à créer les technologies sur lesquelles se basent les intelligences artificielles actuelles. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Et il a écrit un article qui s'appelle « Questions fréquentes sur les risques catastrophiques liés à l'IA » et qui répond en fait à toutes, un petit peu ce qu'on a fait là, reprendre la plupart des idées reçues, les débunker une par une, sauf que là, au lieu que ça soit moi, pauvre podcasteur, qui fasse ça, c'est le plus grand scientifique au monde, donc ça peut être très très chouette de lire son article. Et finalement, j'aimerais recommander également, en 3e recommandation, une vidéo de la chaîne YouTube Ego, qui s'appelle L'horreur existentielle de l'usine à trombone, et qui en une 40aine de minutes explique la situation dans laquelle on se trouve, et il le fait avec un storytelling, un montage, des musiques, enfin tout est parfait dans sa vidéo, c'est vraiment impressionnant. J'aimerais tellement être capable de créer une vidéo de cette qualité-là. Il se trouve que c'est pas moi qui l'ai faite, mais du coup je la recommande quand même, allez la voir. L'horreur existentielle de l'usine à trombone, qui développe aussi un petit peu les scénarios dont on a parlé là, qui va peut-être un peu plus loin dans certaines branches. Donc voilà mes 3 recommandations. Merci beaucoup pour tout ça, pour tout le travail que vous faites chez Shaiman Turler sur cette question qui, j'espère que ça aura convaincu un maximum de personnes, est extrêmement important et potentiellement très grave, et sur lesquels il faut qu'on puisse avancer. Donc merci de faire ça, et merci d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau pour en parler. Un grand merci, c'était vraiment un très grand plaisir. J'ai eu l'occasion de suivre le podcast également, Comme un poisson dans l'eau, que j'adore, et faire partie des invités m'honore plus que tout. Donc un grand merci de votre invitation, Victor, et tout le meilleur pour la suite. Bonne continuation avec le podcast. Merci beaucoup, à vous aussi.
Je suis plus que jamais curieux d'avoir vos retours sur cet épisode, pour savoir ce que vous en avez pensé, si le sujet vous a surpris, si les arguments de mon invité vous ont convaincu, ou si vous demeurez plus sceptique par rapport aux dangers associés aux IA. Je pense continuer à faire un suivi de la question, et peut-être la traiter à nouveau dans le podcast dans le futur, si les choses empirent ou si un nouvel éclairage me semblerait utile. Mais ça dépendra aussi de ce que vous me dites sur la pertinence de ce genre d'épisode. C'est grâce à votre soutien que je peux traiter de ce genre de sujet et faire des choix éditoriaux complètement indépendants en fonction de ce que j'estime le plus important à couvrir dans le podcast. Alors encore une fois, un immense merci aux personnes qui font des dons, ponctuels ou réguliers, pour que ce podcast existe. Pour compenser la petite pause inattendue dans le podcast ces derniers mois, je vous prépare une série d'été complètement inédite pour vous raconter en détail ce que j'ai fait cette année un peu en secret. J'espère que ça vous plaira. Bisous.